Le récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Olivier Véran, député En Marche de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le pouvoir d'achat au cœur de tous les débats. Les Français doutent des mesures prises par le gouvernement et dont les effets tardent à se faire sentir. Le poids de la fiscalité alimente bien des inquiétudes. Et samedi, les gilets jaunes seront dans la rue pour crier leur ras-le-bol. Les taxes sont-elles le meilleur moyen pour accompagner la transition écolo ? Et en matière de santé, les comptes de la Sécu repassent dans le vert, certes, mais au prix de quelles économies ? De toutes ces questions, nous parlons avec Olivier Véran, parce que vous avez été le rapporteur général du PLFSS, le projet de loi de finances sur la sécurité sociale. Le budget de la Sécu, on va le dire, qui repasse dans le vert. Pour la première fois depuis 18 ans. 18 ans qu'on avait le trou de la Sécu chaque année. On était tombé à 24 milliards de déficit annuel en 2008. Et pour la première fois, on passe dans le vert. C'est pas mal. Et les économies permettront de combler un peu la dette. Une dette qui est en cours de remboursement, mais qui est encore assez élevée. On a à peu près 140 milliards d'euros rien que pour la Sécu. Alors vous êtes médecin neurologue, on le rappelle, donc la santé c'est votre spécialité, on va beaucoup en parler dans cette émission et ça tombe bien puisque c'est l'une des principales préoccupations des Français qui sont attachés à la protection sociale mais qui voient aussi souvent s'éloigner les services médicaux du pas de leur porte. Alors on parlera aussi de déserts médicaux. L'Assemblée a donc voté il y a quelques jours le projet de budget pour la Sécu en 2019 en première lecture, puisque l'adoption définitive ce sera d'ici la fin de l'année, c'est décembre. Ça après la navette parlementaire. Elle est au Sénat en ce moment, la loi. Il y a eu beaucoup de sujets pendant ce débat sur le PLFSS, beaucoup d'amendements aussi, mais beaucoup de sujets très, très concrets. On va en égrener quelques-uns. Vous le disiez pour la première fois, donc le budget sera plus qu'à l'équilibre, excédentaire, 700 millions, c'est ça ? Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Vous avez salué un budget historique. Le trou de la Sécu appartient désormais au passé. Ben oui. Donc c'est vrai. On est sûr que ce sera définitif ? La dernière fois où la Sécu était à l'équilibre, la France était championne du monde de football, mais c'était 98. Donc vous voyez, c'est plutôt quelque chose qui nous porte chance. Plus sérieusement, depuis 2010, il faut rendre au gouvernement précédent ce qu'ils ont fait. Depuis 2010, des efforts ont été entrepris, c'est-à-dire des efforts ont été demandés, à la fois aux Français, aux professionnels de santé, dans le domaine du médico-social, etc., permettant de retrouver l'équilibre annuel. Ça veut dire quoi ? Ça ne veut pas dire qu'on a annulé la dette. Ça veut dire que chaque année, nous votons maintenant un budget qui n'est plus un budget où on prévoit d'emblée un déficit, mais un budget qui est prévu à l'équilibre. Et ça, c'est important parce que ça nous permet de conforter notre modèle social et de rembourser nos dettes. C'est aussi pour ça que nous avons été élus. Mais c'est au prix d'économies, près de 6 milliards d'euros d'économies. Où est-ce qu'on les fait, ces économies, à la Sécu ? Déjà, on ne les fait pas sur la santé, puisque en 2019, nous mettrons 5 milliards d'euros de plus pour la santé des Français qu'en 2018. 5 milliards d'euros, c'est beaucoup, Christophe Reville. À titre de comparaison, le budget de la culture, TTC, c'est 4 milliards et demi. Mais la question, c'est les économies. Donc les économies, elles vont porter, écoutez, sur la pertinence des soins, c'est-à-dire on ne rogne pas sur la santé des Français, mais on travaille pour que les soins soient davantage pertinents. On fait des économies, vous l'avez vu, sur une indexation moindre, une augmentation moindre de certaines pensions, notamment de pensions de retraite, qui vont augmenter de 0,3% en 2019. Sociales. Donc elles vont augmenter, mais moins que l'inflation. Donc ça, c'est une économie qui est importante. Un effort très important demandé à l'industrie du médicament, qui va représenter 1 milliard d'euros quand même d'économie. Donc vous voyez, ce sont des choses comme ça, mais qui nous permettent aussi en parallèle de majorer certaines prestations sociales. Je pense par exemple à l'allocation adulte handicapé. Cette allocation qui est perçue par les handicapés, elle a augmenté de 50 euros au 1er novembre 2018. Par mois. Elle augmentera par mois. Elle augmentera encore de 40 euros par mois l'année prochaine. Pareil pour le minimum vieillesse. Pareil pour le complément de mode de garde. C'est ce qui permet notamment aux mères isolées avec enfants de pouvoir faire garder leurs enfants pour pouvoir retrouver un travail plus rapidement. Donc on fait un effort particulier pour les plus fragiles, et notamment pour les petites retraites, un effort financier qui était colossal, qui était fait cette année. Et puis, il y a eu un ajustement là-dessus. Oui, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a le fait qu'on prélève plus de CSG à l'ensemble des retraités. Ça, personne ne nie l'effort qui est demandé, c'était l'année dernière. Mais il y a une politique de redistribution qui est faite en faveur des retraités les plus fragiles. Notamment, on a sorti 350 000 retraités de la hausse de CSG cette année, notamment l'augmentation du minimum vieillesse, et puis ce fameux reste à charge zéro, qui est quand même une mesure emblématique extrêmement forte. J'imagine qu'on va y revenir. Sur celui-là, on va revenir. La revalorisation des pensions de retraite, quand même. Une revalorisation moindre, c'est ce que vous disiez. Oui. 0,3%, c'est la limite. C'est une limite plutôt sévère. Et on dit chez les retraités que ça, plus la hausse de la CSG, la pilule est lourde à passer. Je reçois beaucoup de retraités. J'imagine. Y compris en et délégation. Comment vous leur vendez je vais les voir. Je vais voir la CFDT, je crois, la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour parler devant eux à Grenoble, en comité réuni, pour discuter avec eux.
faire comprendre l'objet de la politique qui est conduite par le gouvernement. C'est pas quelque chose qui était masqué ou caché pendant les meetings de campagne d'Emmanuel Macron. C'est pas pour autant que c'est plus facile à passer. Non, on est d'accord, mais c'est pas quelque chose qui est découvert a posteriori. Il avait avancé à découvert en disant il souhaite que le travail paye mieux dans notre pays. Il souhaite que les revenus des actifs soient mieux valorisés. Et pour cela, on a changé un système d'imposition qui, jusqu'ici, pesait davantage sur le travail et qui maintenant pèse davantage sur la fameuse CSG, qui n'impacte pas que les retraités, mais l'ensemble des Français, et qui concerne également le patrimoine et les revenus du capital. Donc c'est quelque chose qui est, entre guillemets, un impôt plus juste parce que plus général. Maintenant, il est vrai qu'il y a une contrepartie, plus qu'une contrepartie, pour les salariés de ce pays. 20 millions de salariés qui ont vu la suppression de cotisations sociales. C'est les feuilles de paye. On voit disparaître les deux lignes importantes, la cotisation chômage et maladie, ce qui permet à un salarié qui touche le SMIC d'avoir quasiment un 13e mois à la fin de l'année, ce qui est un effort extrêmement important. On prend retraité pour donner aux salariés. C'est pas une redistribution retraité versus salarié, parce que c'est plutôt une redistribution où on prend davantage sur les revenus du capital et les revenus du patrimoine, et ça, je pense que c'est difficilement contestable, pour le remettre vers le travail, pour que le travail paye mieux. C'était un objectif du président de la République. Et l'Assemblée nationale, en revanche, a rejeté un amendement des députés En Marche qui proposait contre... Deux députés, pas des. Oui, c'est important. Quand même, c'est votre famille qui proposait une progressivité de la CSG pour faire contribuer les plus pauvres davantage que les plus aisés. Enfin, les plus aisés, pardon, plus. Oui, mais cet amendement n'était pas bon. Donc moi, j'étais opposé. Il est passé malgré moi en commission et j'ai fait en sorte qu'il ne passe pas en séance. Et je l'assume parce que c'est un amendement qui visait à augmenter les impôts de 1% chez tous les retraités qui gagnent au-dessus de 2 400 €. Et je crois que, justement, vu l'effort qui a été demandé aux retraités, il n'était pas licite de leur demander de contribuer davantage. Alors, le reste à charge zéro, ce budget de la sécurité sociale, il prévoit la mise en place de ce fameux dispositif pour 2021, pas pour tout de suite. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron qui vise à offrir un accès aux lunettes, aux prothèses dentaires et aux prothèses auditives prises en charge par la sécurité sociale et les complémentaires santé. Comment on va payer ? D'abord, c'est pas à partir de 2021, pardon. C'est une mise en place progressive qui commence cette année, en 2019. Donc progressive. Sur les audioprothèses, par exemple, dès 2019, c'est 200 € de reste à charge en moins par prothèse. Donc vous voyez que c'est important. Sans condition de ressources ? Sans condition de ressources, et ça va se mettre en place progressivement. Ça concernera absolument tous les Français demain. Et 2021, la réforme sera accomplie et donc permettra à tous les Français de pouvoir se payer des lunettes, des prothèses dentaires, des audioprothèses pour pouvoir bien entendre, sourire, voir, lire, sans reste à charge. C'est important. Vous savez, quand on parle de renoncement aux soins, c'est-à-dire les gens qui ne peuvent plus payer des soins, ça concerne massivement les oreilles, les dents, et parfois les yeux. Montant de la mesure ? Aujourd'hui, le montant de la mesure pour 2019, c'est 1 milliard d'euros à peu près, 750 millions d'euros pris par l'assurance maladie, qui a engagé des négociations pour cela avec les professionnels de santé, notamment les dentistes. C'est-à-dire qu'on va mieux payer les traitements conservateurs et baisser un peu le prix des prothèses, et ce qui permet de payer davantage de prothèses. Il y a une régulation prix-volume qui se fait, tout le monde est gagnant. Et un effort qui est demandé aux complémentaires santé à hauteur de 250 millions d'euros par an pour mettre en place cette réforme. Je le dis, c'est une réforme de justice. J'ai plaidé pour ça dans le mandat précédent au sein du groupe socialiste en vain. Et la première chose que j'avais demandé à Emmanuel Macron lorsqu'il m'avait proposé de faire son programme santé, je lui ai dit, moi je veux bien, mais il y a une mesure qui est importante, c'est qu'on supprime le reste à charge sur ces soins-là, parce que je vous garantis, dans les enquêtes d'opinion, c'est 90 ou 95% du renoncement aux soins, c'est pour ça. Ce complément, donc, qui va être pris en charge par les mutuelles et les complémentaires, il va entraîner une hausse des mutuelles. Ben, faites le calcul avec moi. Les complémentaires santé, c'est 35 milliards de prestations chaque année. 35 milliards d'euros. On va leur demander de prendre en charge 250 millions d'euros de plus. Ça pèse combien, ça ? Ça fait 1/120e. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles augmenteront. Non, mais 1/120e, ça veut dire 0,7 ou 0,8%. Et les complémentaires santé se sont engagés à ne pas répercuter ces 250 millions d'euros sur les prestations, sur les cotisations des complémentaires. Par contre, vous y croyez, vous nous le répétez aujourd'hui, il n'y aura pas de hausse. Attendez. Moi, ce que je sais, parce que les chiffres sont têtus, c'est que depuis 6 ans, les frais des complémentaires, et surtout liés aux frais de gestion des complémentaires, rachat, acquisition, publicité, etc., augmentent de 2,50 € par contribuable par mois depuis 6 ans. Et ça, c'est pas le reste à charge zéro. Donc, de toute façon, les complémentaires ont une politique tarifaire qui leur est propre. Mais sur les 250 millions par rapport aux 35 milliards d'euros de prestations versées, vous serez d'accord avec moi, ça ne fait pas du tout les pourcentages énormes qu'on a pu lire dans des articles qui étaient assez mal renseignés. Donc quand le président de la Fédération française de l'assurance nous dit, on a toujours dit qu'il faudrait soit réajuster les prestations, soit augmenter les tarifs, il se trompe. Mais il y a un objectif de transparence aussi.
Il y a beaucoup de concurrence qui se fait sur les prix, etc. Et quand on crée des contrats responsables, c'est-à-dire les contrats classiques des complémentaires, quand on améliore la qualité de ces contrats, eh bien, finalement, on réduit la concurrence et donc on fait tomber un certain nombre de coûts de gestion, on améliore la transparence, on guide davantage les Français dans les choix des contrats et tout ça fait baisser les prix. On peut faire mieux, hein, mais le reste à charge zéro, honnêtement, c'est pas ça qui va peser dans les prix des complémentaires. Et la ministre de la Santé, comme vous venez de nous le dire, a répété que les complémentaires s'étaient engagés à ne pas augmenter leur prix et qu'elle ferait attention à ce que ces engagements soient tenus. Et c'est une bonne mesure, hein. C'est une excellente mesure. Elle n'est pas contestée dans son objectif au Parlement. Il y a des questions qui ont été posées par des groupes d'opposition. Mais globalement, c'est une mesure qui a été accueillie par tout le monde, hein. Les Insoumis l'ont presque voté, c'est vous dire. Il y a eu des passes d'armes quand même importantes avec la France Insoumise sur ce PLFSS à l'Assemblée nationale. Il y en a sur tous les textes. Mais vous savez, généralement, ils viennent, ils font leur truc 2 minutes, puis après ils s'en vont, puis ils mettent une vidéo sur YouTube, et puis voilà. On a fini à 4 heures du matin quand même, hein, l'examen du texte. Les déserts médicaux, la médecine libérale est en crise. Il y a quelques années, on évoquait les déserts médicaux dans les zones rurales. Aujourd'hui, de plus en plus dans les communes périurbaines, voire dans les quartiers de certaines grandes villes, qui peinent à trouver des médecins généralistes. En cause, c'est quoi? C'est l'évolution inéluctable de la profession? En cause, c'est très compliqué. En cause, c'est surtout l'aménagement du territoire. Quand on parle de déserts médicaux aujourd'hui, la plupart du temps, ce sont des territoires dans lesquels vous n'avez plus de services publics et privés. Il n'y a plus d'écoles, plus de bureaux de tabac, les transports sont partis, il reste le pharmacien et le médecin. Et si le médecin s'en va, le pharmacien s'en va aussi. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a progressivement, au cours des 10-15 dernières années, mis en place un regroupement de médecins. C'est-à-dire, on dit le dogme de un médecin par commune, ça ne tient plus. Donc on va rassembler les médecins dans une maison de santé pluridisciplinaire. On va y mettre des infirmières, des kinés, etc. Et on va mettre ça à l'échelle d'une intercommunalité, par exemple, pour permettre aux patients d'y aller plus facilement, sans faire trop de route et de trouver un médecin. Malgré ça, il y a un problème sur la démographie médicale aussi. Le temps de consultation moyen des médecins s'est un petit peu réduit, les consultations sont plus longues, les problèmes de santé plus nombreux, les Français sont plus nombreux, etc. etc. Et donc, il fallait, moi je plaide depuis très longtemps, et enfin ça fait supprimer ce fameux numerus clausus, c'est-à-dire l'espèce de couperet du concours de première année qui empêchait de former des médecins en France alors qu'on va en importer de Roumanie, ce qui n'avait aucun sens dans notre pays. Donc ça c'est fini, mais enfin ça mettra 10 ans pour avoir des effets. Ça va mettre 10 ans, mais il faut bien prendre les décisions à un moment donné, c'est pas parce qu'on les prend trop tard qu'il ne faut pas les prendre. Donc si on les avait prises plus tôt, ça aurait été mieux. Aujourd'hui, on forme combien? 8 000 médecins par an? On forme 8 000 médecins par an. Moi, quand j'ai passé le concours de médecine à Grenoble, on était 3 500 par an. Au total, en France. Hein. Ça couvre même pas les départs en retraite. C'était tout petit. Bah ouais. Et dans les années 60, le premier numerus clausus, à l'installation du numerus clausus, à la fin des années 60, c'était 8 500. Donc on en formait plus il y a 50 ans qu'aujourd'hui, alors qu'on est quand même 15 millions de plus, qu'on vit 15 ans de plus et que les maladies ont explosé. Donc, et que les médecins partent à la retraite. Faut pas se qu'on a formé dans les années 60. Et on a mis du temps on met beaucoup de temps aussi à faire ce qu'on appelle la coopération entre professions de santé. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs que les médecins font qui pourraient être faits ou qui sont faits dans d'autres pays par des infirmiers cliniciens, des infirmiers spécialisés, etc. Ce que nous faisons dans le plan qui a été annoncé par le président de la République, on va mettre en place 4000 assistants médicaux qui sont des aides-soignants, par exemple, qui auront un diplôme supplémentaire ou une compétence supplémentaire et qui permettront de dégager du temps aux médecins. Donc on leur trouve des renforts. On trouve des renforts, mais c'est loin d'être idiot, parce qu'il y a plein de tâches que font des médecins, franchement, qui ne relèvent pas de la médecine et qui peuvent être faites par d'autres personnes, qui vous permettent de gagner du temps. Donc c'est prendre la tension, par exemple. Par exemple, prendre le pouls, la taille, le poids, ce genre de choses-là. Tout ça prend du temps dans une consultation. Quand les médecins ont 80 patients dans la journée, ils saturent complètement, ils ne le font plus la plupart du temps d'ailleurs, parce qu'ils n'ont plus le temps de le faire. Donc ça permettra d'améliorer franchement la qualité des soins. Donc on y travaille. Il n'y a pas de martingale, c'est-à-dire il n'y a pas de solution toute faite, sinon elle aurait été mise en place depuis longtemps. C'est un vrai problème qui, je le disais au début, gagnait uniquement les territoires ruraux et périurbains, et qui aujourd'hui touche les villes. Et c'est pareil à l'hôpital, hein. On manque de 2000 psychiatres dans les hôpitaux publics. Enfin, je veux dire, voilà. Donc on est un peu au pied du mur, on fait avec, on va avoir 10 ans un peu difficiles, c'est certain. Et puis parmi les renforts qu'on sollicite aussi, il y a les pharmaciens qui maintenant peuvent vacciner, les pharmaciens que vous vouliez même transformer en prescripteurs de médicaments. Non, c'est pas passé. C'est pas passé la prescription. Moi, je trouve que c'est compliqué d'autoriser, enfin prescrire et vendre à la fois, c'est quand même assez compliqué. Et je crois que les patients font vraiment confiance à leur médecin, mais pour autant, faut pas s'arrêter en chemin. Bon, je pense que dans certaines situations, on peut avoir une délivrance de médicaments et une prescription par le pharmacien. Seulement, ça se décide pas comme ça au décours d'un texte de loi. Je pense que ça se concerte avec les professionnels concernés. Les renouvellements d'ordonnances maintenant peuvent se faire en pharmacie. Les pharmaciens peuvent commencer à vacciner. Ça marche très bien.
Donc il faut qu'on utilise toute la ressource vive existante. Ce sont des vrais professionnels de santé à part entière. Les pharmaciens, ils font plus de 6 ans d'études. Donc, Et puis il y a la télémédecine. Alors on n'ira plus chez le médecin, mais on téléconsultera. On va chez le médecin, mais personne ne se déplace, ni le patient, ni le médecin. Mais est-ce qu'on perd quand même pas un tout petit peu de ce qui faisait la valeur ajoutée du professionnel, du généraliste, qui connaissait la famille, qui connaissait l'histoire du patient? Est-ce qu'on déshumanise pas finalement la médecine? Mais on n'est pas en train de remplacer, hein. On ne remplace pas une médecine de qualité par de la télémédecine. On remplace un désert médical, on compense au moins temporairement un désert médical par de la télémédecine. C'est pas tout à fait pareil. Puis télémédecine, vous savez, il y a plein de choses. Le médecin généraliste qui est pour le coup au contact de son malade, une lésion dermatologique chez un patient, plutôt que de l'adresser chez un dermato à la ville à 1h30 de route dans 6 mois, hop, télémédecine, il met son casque, le dermatologue voit la lésion du patient, lui dit, bah voilà, faut faire ça. Vous n'êtes pas dans une déshumanisation. Le patient ne se retrouvera pas tout seul dans une cabine avec une caméra en face de lui et quelqu'un qui va lui parler. Enfin, on n'est pas du tout là-dedans. La télémédecine nécessite la présence d'un professionnel de santé physique à côté du patient. Vous évoquiez l'hôpital. Alors à l'hôpital, il y a un problème parmi tant d'autres, c'est les urgences, la saturation des urgences. L'Assemblée nationale a donné son feu vert à l'expérimentation d'un nouveau mode de tarification destiné à désengorger ces urgences hospitalières, le forfait de réorientation. Vous l'avez défendu, vous l'avez obtenu à titre expérimental. Ouais, ça fait hurler ça. Surtout, vous ne vouliez pas à titre expérimental. Vos collègues ont réussi à vous l'imposer pour l'expérience. Non, c'est moi qui... Vous savez, il faut écouter. Hein. Honnêtement, c'est moi tout seul comme un grand. Quand j'ai vu que ça faisait beaucoup de débats, je me suis dit, bon, on va avancer petit à petit. Il faut convaincre d'abord. Ça part d'un système qui n'est pas bon, qui est un système des urgences payées à l'activité. Plus vous avez des malades qui arrivent aux urgences, plus l'urgence prend des sous. Plus l'hôpital touche. Et on sait qu'il y a 40% des patients qui vont aux urgences qui ne relèvent pas des urgences. Alors ils y vont parce qu'ils sont angoissés, parce qu'ils ne trouvent pas de médecin, parce qu'ils ne savent pas. Peu importe. Il existe de plus en plus des maisons médicales de garde avec des médecins libéraux qui, au lieu de vous faire poireauter 4 heures sur un brancard malgré toute la bonne volonté des urgentistes et des infirmiers, parce que les urgences sont saturées, à Grenoble comme ailleurs, vous permettent d'être en consultation, de vous rassurer, de vous donner une ordonnance et vous dire voilà. Et en fait, ces systèmes-là sont freinés par le fait que si l'hôpital dit à un patient « vous n'êtes pas assez sévère pour passer la porte », il perd l'argent de ce patient et par contre, il garde les malades graves. Donc, il ne peut pas réduire son personnel. Et donc, j'ai eu des hôpitaux qui m'ont dit « le système est abracadabrantesque », pour reprendre l'expression d'un grand président, et il faut nous aider pour trouver une solution. Donc, moi, j'ai dit « écoutez, on va finalement vous payer, entre guillemets, vous indemniser si vous faites l'effort de ne pas garder un malade qui ne relève pas de l'urgence. Pour chaque patient réorienté, l'hôpital touchera quand même, c'est quoi, entre 40 et 60 euros? Les chiffres qui sortent, c'est du pipeau, c'est sorti de je ne sais pas où, non, il n'y a pas de chiffres. Ça a été donné par les pourfendeurs pour dire, regardez, c'est un scandale, on touche plus en réorientant qu'en soignant. Non, mais si on ne sait pas comment on va expérimenter. Comment? Si on ne connaît pas le prix, comment on va expérimenter? La règle de base, c'est que ce soit à coût neutre. C'est-à-dire que ça ne coûtera rien et ça ne rapportera rien. L'hôpital, il doit s'en sortir de façon neutre, c'est-à-dire qu'il ne doit pas perdre d'argent s'il réoriente des malades et il ne doit pas en gagner non plus. Donc voilà, et les malades auront toujours la possibilité de dire « moi, je préfère passer la porte des urgences et tant pis si j'attends 4 heures ». Sur cette question, quand même, le monde de la santé et en particulier le monde hospitalier a été assez réticent. Vous avez d'ailleurs dénoncé le côté un peu réac des hospitaliers. J'ai fait ça un petit déjeuner presse, ouais. Sous le coup de la fatigue, on se lâche. Ah. Non, mais... Vous revenez en arrière, là. Non, mais je veux dire, si on regarde... Vos collègues dans les hôpitaux, ils sont pas si réacs que ça. Non, mais si on regarde, c'est pas tous les collègues des hôpitaux, c'est quelques collectifs souvent politisés. Bon, c'est leur droit. Mais si on regarde la proposition sur le papier, on peut se dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Mais si on fait comme moi la démarche d'aller voir des hôpitaux et d'aller voir des maisons médicales de garde, moi j'ai des soutiens d'établissements et de libéraux qui me disent mais on a vraiment hâte de pouvoir le mettre en place. Il y a un hôpital, Poissy, je donne juste cet exemple. Poissy, 23 000 enfants chaque année qui passent la porte des urgences pédiatriques. Saturation des urgences. Saturation. Ils ont mis en place une maison médicale de garde avec des pédiatres libéraux et des généralistes libéraux dans les murs des urgences. Et les gamins qui ne sont pas graves, dont l'état de santé ne justifie pas les urgences, ils les envoient en consultation. Tout le monde y gagne. 3 000 enfants réorientés. Il leur reste 20 000 quand même enfants à soigner aux urgences, mais ça fait 10 de moins qui passent la porte. Donc en termes d'attente, de confort, ça n'a rien à voir. L'assurance maladie leur dit, vu que ces 3 000 enfants, vous ne les voyez plus, on ne va pas vous payer. Et donc l'hôpital fait ses comptes, dit on perd 400 000 euros sans supprimer le moindre poste, parce qu'il nous reste encore les 20 000 enfants les plus graves, donc on ferme. Est-ce que c'est plus intelligent? Non. Donc comme la situation n'est pas cohérente, je propose une solution qui ne paraît pas cohérente, mais qui l'est quand même un petit peu dans le fond, et on verra ce que donnera l'expérimentation. Forfait de réorientation, on suivra ça. Encore un mot sur ce PLFSS, la Sécu pour 2019. Alors on aurait pu parler de l'extension de la couverture médicale universelle. C'est une super mesure. Ouais. C'est une super mesure. 1,5 million de Français. Combien ça coûte? 1,5 million de Français. Oh, ça va coûter, au total, à l'arrivée, je pense que ça coûtera un demi-milliard à peu près par an. Ouais.
Mais c'est important. 1,5 million de Français qui sont juste en dessous du seuil de pauvreté, entre guillemets trop riches pour avoir la CMU complémentaire et pas assez pour pouvoir évidemment se payer une complémentaire santé. Il faut retenir un chiffre. Ça va concerner d'ailleurs très massivement des retraités avec les petites retraites. Un retraité avec une petite retraite qui gagne 900 € par mois, il va économiser 30 € par mois sur sa mutuelle. Quand vous êtes à 900 € de revenus, que vous économisez 30 € de complémentaire avec une meilleure couverture, c'est des mesures sociales. Moi, ce que je reproche finalement, c'est qu'on est incapable de faire de la pédagogie à l'échelle du pays et de dire regardez ce qu'on met en place. Non mais c'est vrai. C'est ce qu'on vient de faire. On fait de la redistribution. Oui, merci m'inviter. Mais on fait de la redistribution. J'ai discuté avec des journalistes de l'IB qui ne sont pas franchement de droite. Hein, et je leur disais, mais finalement, cette politique de redistribution, c'est-à-dire qu'on a pris un peu d'argent à l'ensemble des retraités et on va concentrer cet argent sur les retraités qui, jusqu'ici, n'arrivaient pas à vivre correctement de leurs revenus. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Ah oui, mais comme c'est Macron qui le fait... Voilà. On a quand même sauf ce petit que problème. Les retraités, vous savez qu'ils ont été tapés au portefeuille à partir de 1 200 € de revenus par mois. On n'est pas aisé à 1 200 € de revenus par mois. Mais dans ce cas-là, je pourrais vous répondre que les retraités jusqu'à 2 400 € par mois de revenus, ils ne paieront plus de taxes d'habitation. Et je vous garantis, vous savez, je reçois souvent, je vous disais, des délégations de retraités à ma permanence. Et en général, je ne mens pas. Hein. Non, ils vous jettent pas. Non, mais en général, les 2 tiers ou les 3 quarts, je leur demande leur situation fiscale. Et les 2 tiers ou les 3 quarts se rendent compte au cours de l'entretien qu'en réalité, si on fait la somme des plus et des moins, eh ben, ils sont dans le plus. Et généralement, ce qu'on me dit à la fin, c'est « mais pourquoi vous ne l'expliquez pas ?» Voilà, je crois qu'il y a beaucoup de difficultés parce que c'est complexe. Et j'ai coutume de dire qu'on est un peu en France des saint Thomas de la fiscalité. On ne croit pas avant d'avoir vu. Là, vous avez les salariés de ce pays qui constatent depuis le mois d'octobre, depuis la fin octobre, qu'ils ont 2 lignes de cotisation qu'on supprimait et qu'ils ont gagné 1% de salaire en plus, en net. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, je suis sûr que vous avez fait le constat vous-même, Christophe Reville. Et il faut le dire. D'autres constats aussi en négatif. Il faut le dire. Et les gens qui sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé ont constaté qu'ils avaient plus de 50 € net par mois. Voilà. On le voit bien, la question du pouvoir d'achat est essentielle. On va y revenir dans un instant. Juste avant, la question des migrants. Dans l'actualité, vous avez vu, elle s'est invitée cette semaine avec le procès Agap des 7 de Briançon. Il comparaissait pour avoir facilité le passage de la frontière franco-italienne à une vingtaine de migrants. C'était le 22 avril dernier, lors d'un rassemblement militant au col de Montgenèvre. Ils se sont défendus en évoquant un geste de solidarité et en dénonçant la politique répressive de la France en matière d'aide aux étrangers. De la prison ferme a été requise cette semaine devant le tribunal correctionnel. La décision est attendue pour le 13 décembre. Lors de l'étude de la loi Asile et Immigration, vous aviez vous-même déposé un amendement pour en finir avec ce délit de solidarité qui a effectivement été adopté. On a suivi ainsi d'ailleurs les recommandations du Conseil constitutionnel. Nos amis grenoblois, très politisés à gauche, m'ont fait le très mauvais procès de considérer qu'on n'avait rien fait, qu'on ne bougeait pas. Et puis quand le Conseil constitutionnel a appelé à faire exactement ce qu'on avait fait dans l'amendement, ils ont mis des tweets pour dire que c'était génial et qu'il fallait qu'on se bouge. Et quand on a fait finalement adopter cette mesure dans la loi, on n'a plus entendu personne. Non mais je veux dire, c'est à nouveau pareil, quoi. C'est les attaques gratuites, c'est un peu la politique politicienne, mais je suis hélas habitué à Grenoble. Le délit de solidarité, qu'est-ce que c'est? Il y a 3 choses jusqu'à présent. Il y a le délit de passage de la frontière, le délit d'aide à la circulation à l'intérieur du territoire français, et il y a le délit d'aide au séjour. Le délit d'aide au séjour, il avait été rectifié déjà dans le quinquennat précédent, en considérant que si vous n'avez pas de contrepartie, en gros si on ne vous paye pas pour héberger un migrant, vous n'allez pas être condamné par le tribunal. J'ai étendu ça au délit d'aide à la circulation. C'est-à-dire que si vous prenez une famille de migrants à la gare de Grenoble et que vous allez les emmener à la préfecture, ou même que vous les emmenez, faites 1 heure de voiture avec eux, ils sont déjà en France, vous ne facilitez pas le passage clandestin. Si vous n'avez pas de contrepartie, ce n'est plus un délit. Ça l'était avant l'amendement que j'ai fait adopter au Parlement. Ça n'est plus un délit, ce qui a permis notamment à une militante d'Amnesty International qui avait récupéré des migrants à la frontière, mais du côté français, et les avait amenés à un poste de secours qui était au tribunal. Elle a pu être relaxée grâce à ça. Il faut dire les choses quand c'est efficace. Et il reste le délit de passage de la frontière, qui reste un délit. Ça reste un délit depuis près de 100 ans dans notre pays. C'est bien. Moi, je vais vous dire, je m'étais un tout petit peu houspillé avec Gérard Collomb à l'époque, je peux le dire maintenant, parce que je souhaitais instaurer une clause humanitaire dans le passage de la frontière, en disant si quelqu'un est dans la montagne, en situation de détresse, et qu'on l'aide à passer la frontière, et que c'est sans contrepartie, on ne doit pas se retrouver au tribunal. Très clairement, et ça je l'assume. En revanche, quand vous avez des collectifs qui vont de l'autre côté de la frontière chercher des personnes et qui leur font passer la frontière, là, on est dans quelque chose, il est très difficile d'identifier les réseaux de passeurs, des associations, etc. Donc ça reste un délit. C'est un délit dans la plupart des pays, d'ailleurs, limitrophes autour de nous. Probablement, moi, je pense qu'il faut évoluer vers une clause humanitaire, mais en tout cas, le Conseil constitutionnel ne nous a pas appelés à changer ce côté de la loi. Cette question des migrants, vous vous êtes rendu compte qu'elle serait centrale pour les prochaines élections européennes, hein ?
Ça ne C'est vous a une pas question, échappé? mais vous parlez des élections européennes. C'est en mai prochain. C'est une question qui est cruciale. C'est l'un des engagements en politique en ce qui me concerne, c'était la question européenne. Quand je vois la Hongrie d'Orban, l'Autriche qui quitte les accords de l'ONU sur les migrations, et les sondages l'Italie en de France, Salvini, et les sondages en France. les sondages en France, Vous avez la vu le hausse de l'extrême droite en sondage Allemagne. Elab publié Ouais, mercredi j'ai bien dernier, vu. selon lequel aux européennes, Non, mais- le Rassemblement national de Marine Le Pen arrive maintenant en tête Non, mais devant les La gens- République en marche. Ouais. 20% d'intention de vote. C'est un score stable par rapport au mois de mai. La République en marche, 19,5%, moins 4,5% d'intention de vote. Je vais vous dire un truc. Moi, ce qui va m'intéresser au soir du premier tour des européennes, c'est moins le score d'En Marche que le score des progressistes et de ceux qui croient à la construction européenne. C'est-à-dire que si d'autres partis qu'En Marche, et il y en a d'autres, croient en la construction européenne et font un bon score et nous permettent d'avoir une majorité progressiste à l'Europe, Mais là, ceux qui sont en tête, qui font un Européistes, bon score, europhiles. c'est le Rassemblement national. oui, ils sont en tête, mais ils ne sont pas majoritaires. Ils font 20% dans un sondage, mais ils ne sont pas majoritaires. Ce serait une catastrophe. C'est déjà une catastrophe pour l'Europe. Aujourd'hui, on compte à peu près 14 pays qui sont, entre guillemets, parfaitement respectueux de l'état de droit de l'Union et respectueux des accords européens et qui croient encore très fortement en l'Europe. Ce qui est en train de se passer autour de nous est une décomposition rapide, fulgurante, d'une construction qui nous a permis de garantir la paix pendant des décennies et qui nous a permis de connaître la prospérité économique. Et les gens se trompent énormément de combats. Je n'ai pas peur de le dire, les gens se trompent. Soutenir Salvini en Italie est une erreur. Ce que fait la droite, les Républicains, avec Laurent Wauquiez, qui soutient Viktor Orban, qui ne respecte pas l'état de droit de l'Union, qui vire des magistrats, qui supprime la Cour suprême, qui rogne sur les droits de la presse, ce qui est en train de se passer là, et quand je vois la montée du populisme qui gagne les Républicains traditionnels, y compris en France, je vous le dis, j'ai honte. Moi, je crois, j'ai aucun problème à discuter, avec qui que ce soit d'ailleurs, mais il y a une partie de la droite républicaine dans notre pays qui croit en l'Europe et qui n'est pas fière de cela. Mais que font les Ne forces jouez pas avec le républicaines dans feu. le débat Il ne faut pour pas jouer contrer avec le ce feu. genre d'excès? Il faut d'abord rappeler ce que nous apporte l'Europe, au-delà de la paix, au-delà de la prospérité, de façon très pratique. Vous savez, il y a énormément de choses qui tiennent dans notre bassin grenoblois parce que l'Europe l'a financé. Que ça aille, que ce soit les routes, les autoroutes, les laboratoires de recherche, les centres de soins, les usines, les technologies. Il y aura bientôt une annonce, je ne peux pas la déflorer ici, mais il y aura une annonce fin novembre concernant les nanotechnologies qui nous permettra non seulement de conserver, mais de multiplier les emplois dans notre bassin grenoblois, de lutter contre le chômage, de créer la compétitivité dans notre pays. Sans l'Europe, on ne peut pas le faire. Sans l'Europe, on ne peut pas le faire. Et l'Italie, qui prend un très mauvais chemin, va poser un problème budgétaire à l'échelle de l'Europe bien plus important, bien plus grave que le problème qu'avait posé la Grèce. Ça met en danger, en péril toute l'économie européenne et que les gens ne se trompent pas. Si l'Europe s'effondre, la France s'effondre avec. Olivier Véran, dont acte, l'Europe, c'est beaucoup d'argent. J'entends bien. Où il est le rêve européen, l'union du sentiment d'appartenir à une Europe unie, le sentiment. Moi, je crois que l'Europe, elle souffre d'un déficit de démocratie, que les mécanismes de décision sont trop complexes, trop lourds, trop éloignés des citoyens, et qu'il y a un certain nombre de thématiques qu'on a dit hors champ européen, en disant c'est l'apanage des États, et généralement ce sont les thématiques les plus sociales, sociétales, qui parlent le plus aux gens. Si on prend la question de la santé, pourquoi est-ce que la santé, ce ne serait pas une question européenne ? Je veux dire, on connaît l'époque des épidémies, des pandémies, des maladies chroniques. Vous savez, quand les moustiques ils vont commencer à porter la dengue en France, ils vont la porter aussi en Italie, en Espagne, en Allemagne, en Autriche. On parle beaucoup de l'écologie aussi. L'écologie, les règles écologiques ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Bien sûr, non, mais il était important d'aller... Moi, je suis un pro-européen convaincu, pas un fédéraliste, mais je suis un pro-européen convaincu. Je n'ai absolument pas peur de considérer qu'il faille développer des choses plus proches des gens à l'échelle européenne. Allez, un mot sur la popularité d'Emmanuel Macron. Alors, il faut dire que c'est globalement le taux de satisfaction lié au président de la République qui est en recul ces derniers mois, pas uniquement les intentions de vote pour les européennes. Certains parlent de trou d'air pour Emmanuel Macron, d'autres de creux de vague, d'autres plus sévères de véritables revers ou de désamour. Toujours selon un autre sondage Elab, la cote de popularité d'Emmanuel Macron s'est encore érodée en novembre. Les Français ne sont plus que 27% à lui faire confiance. C'est le plus bas niveau de popularité depuis son élection. Il a perdu 9 points en 3 mois. La rentrée politique a été difficile. Il y a eu l'affaire Benalla avant l'été. La rentrée politique a été complexe. Le départ de Nicolas Hulot, le départ de Gérard Collomb. Mais je vais vous dire très sincèrement... Complexe et mal géré. Hein ? Complexe et mal géré. Il y a des choses qui vous tombent dessus. C'est compliqué, honnêtement, de les gérer en temps réel. Et on vit dans l'ère du buzz permanent. Enfin... C'est chaque semaine. Moi, il y a des choses qui peuvent me moutrer dans la façon dont on peut traiter certaines choses. Je pourrais vous en parler longuement. Mais peu importe, la popularité du président. Je veux dire, moi, je ne sens pas du tout la détestation. Il n'y a pas de détestation vis-à-vis d'Emmanuel Macron. Donc les gens sont... Non, mais on s'en détourne. Non. Ben,
Oui, c'est peut-être suffisant. C'est une grande tradition de la Ve République française. La confiance s'érode avec le temps. Bon, dont acte. Mais il n'y a pas du tout de détestation, il n'y a pas de coupure entre les gens et leur président de la République. On n'est pas dans le quinquennat Sarkozy. Dans le quinquennat Sarkozy, non seulement la popularité s'est fritée, mais les gens ne voulaient plus en entendre parler. Là, il y a encore des attentes. Et quand vous regardez les sondages de façon beaucoup plus fine, par catégorie, en fait, il y a un désir de réforme qui est important. Mais de façon générale, et pour faire jonction avec la question européenne, moi, le sondage qui m'a le plus marqué, qui m'a même empêché de dormir une nuit durant, c'était le sondage qui avait été fait par Europe 1 il y a 10 jours, qui montrait que les Français étaient 42% à être favorables à un régime autoritaire. Un régime autoritaire, 42%. Non mais vous vous rendez compte? Est-ce que les gens savent ce que c'est qu'un régime autoritaire? Vous voulez regarder au Brésil comment ça se passe en ce moment? J'ai un frère qui est prof de fac au Brésil. Oh, il pourrait voir quand il limoge le chef d'état-major des armées, c'est preuve d'autorité. Non mais Christophe Reville, comparaison n'est pas raison. Non mais c'est peut-être ça que les Français voulaient dire dans ce sondage européen. Non, autoritarisme, c'est pas ça que ça veut dire. Ni dans l'histoire, ni dans l'histoire passée, ni dans l'histoire contemporaine. C'est pas forcément et les régimes autoritaires, ce sont les régimes à la Salvini, ce sont les régimes à la Orban, ce sont les régimes à la Bolsonaro. Ça finit en général très mal. Et ça finit surtout très mal pour les populations. Vous évoquiez tout à l'heure la nécessité d'expliquer les choses. Je pense que les Français veulent des réformes, mais veulent surtout que les réformes apportent des résultats. C'est peut-être ça qui manque pour l'instant. Mais il y a aussi, moi j'allais dire des maladresses, vous allez me dire que vous êtes d'accord, mais cette semaine, la polémique sur Pékin, la hausse de la CSG difficilement expliquée, le prix des carburants, les petites phrases à l'emporte-pièce. Si tu traverses la rue, tu trouves un emploi. C'est pas des maladresses, ça ? On a un président qui va au contact des gens. Vous savez, dans la campagne présidentielle, vous vous souvenez, il y avait l'affaire du t-shirt et du costume, il y avait ce genre de choses-là. Tout le monde disait, mon Dieu, c'est la catastrophe. Et les Français lui en tenaient pas rigueur. Je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que le problème de fond, il porte davantage sur les chiffres du chômage, il porte davantage sur le pouvoir d'achat, il porte davantage sur la sécurité, donc c'est de sur la transition écologique. C'est de l'impatience, quoi. Mais il y a une envie de réforme. Et ça, je préfère qu'il y ait une envie de réforme et qu'il y ait de l'impatience plutôt qu'il y ait de la morosité et que les gens s'en foutent et s'en détournent. Mais c'est compliqué. Regardez, une semaine, j'ai été invité sur BFM. On me disait, vous ne faites rien pour la transition énergétique. Qu'est-ce que vous faites pour éviter la pollution par les voitures? La semaine d'après, le même BFM m'a invité sur le même plateau pour me dire comment vous justifiez le fait que l'essence coûte aussi cher maintenant. Donc je leur faisais gentiment remarquer que c'est quand on passe à l'acte que c'est compliqué. On appelle ça les not in my backyard en anglo-saxon. C'est les NIMB, ça veut dire vous faites ce que vous voulez, mais il ne faut pas que ça me touche moi. C'est très compliqué. Certains parleront de Gaulois réfractaires, c'est pas mon expression, mais objectivement, il faut faire beaucoup. Il faut faire preuve d'humilité, de pédagogie, expliquer. Et moi, je reconnais au président de la République le fait qu'il est non pas droit dans ses bottes, mais il est déterminé et il se réfugie pas derrière des arguments. Sur la transition énergétique, il a dit oui, nous sommes engagés effectivement pour aller vers des voitures propres. Et effectivement, le prix de l'essence a vocation à y participer. Les prix du carburant et le mouvement du 17 novembre, on y vient précisément. La polémique sur la hausse des prix des carburants, la menace d'une très vaste mobilisation populaire samedi prochain. Les Gilets jaunes promettent de bloquer le pays. C'est qui les Gilets jaunes? Ah, vous, moi, j'ai vu un peu tout le monde. Non, il est instrumentalisé ce mouvement? Bien sûr qu'il est instrumentalisé, vous rigolez. Bien sûr qu'il est instrumentalisé. Dites-moi. Mais il est instrumentalisé. Et sur les réseaux sociaux, moi je reçois des mails de gens qui se revendiquent gilets jaunes. Quand on regarde 2 minutes sur les comptes Facebook ou Twitter des personnes concernées, c'est très extrême droite et très extrême gauche. Donc s'il y a 800 000 personnes samedi prochain, c'est d'ailleurs assez intéressant. Mais non, je ne dis pas que tout le monde en fait partie. Je dis qu'il y a une instrumentalisation et une récupération politique qui est faite par des partis politiques qui n'ont pas de leçons à nous donner, ni en termes de pouvoir d'achat, ni en termes de transition énergétique. Pour autant, chacun est libre de manifester, de râler, de contester, de demander. Évidemment, je respecte profondément ça. Ce ne sera pas la première manifestation à laquelle j'assisterai comme parlementaire. Je verrai comment sera la mobilisation. Je vous dis juste qu'il y a une instrumentalisation très forte derrière et beaucoup de fake. Énormément de fake, c'est-à-dire beaucoup de sottises qui sont racontées par moment. Et sur la question... Excusez-moi, vous êtes un parlementaire de terrain, vous recevez des gens dans vos permanences. Les gens ne vous le disent pas que leur pouvoir d'achat est amputé par la hausse des prix des carburants, qu'ils n'ont pas d'alternative. Déjà la hausse du carburant, vous savez que c'est 20% de taxes. 80% de la hausse du carburant, c'est la matière première. Si on fait une manif, c'est auprès de l'OPEP pour leur demander de baisser le prix du baril. Non, je plaisante, mais sérieusement, 80% de la hausse du pétrole et de l'essence à la pompe en France, ce n'est pas de la taxe, c'est de la matière première. C'est important de le dire. Non, mais c'est pas tout à fait les chiffres que j'ai. Si c'est 80, pour 1,50 € de prix du diesel, 91 centimes, c'est la taxe intérieure sur les produits de pétrole. Je vous parle de la hausse. La hausse de 10 centimes, là, c'est 8 centimes liés à la matière première et 2 centimes liés aux taxes. Les taxes augmentent de 2 centimes, c'est-à-dire 20%. Donc le reste, c'est de la hausse de la matière première. Le baril du pétrole est en train de chuter. Il est passé de 80 et quelques à 70 € et quelques, à 70 $ et quelques. Donc le prix à la pompe va recommencer à baisser. Donc la question, c'est est-ce qu'il faut baisser les taxes quand le prix de la matière première augmente pour stabiliser le prix de l'essence ?
Ou est-ce que, et sachant que la grosse partie de ces taxes vont payer la transition énergétique, les fameuses taxes où est-ce qu'on flottantes. compte, voilà. Mais pour autant, si vous me posez la question de est-ce que je trouve ça bien, non. Est-ce que je compatis avec les Français qui galèrent avec leur voiture et qui n'arrivent pas à boucler les fins de mois? Évidemment. Enfin, c'est même pas une question. Pourtant, le président Macron a défendu cette mesure de fiscalité écologique destinée à faire machine arrière aux automobilistes. Mais il ne nie pas l'impact que ça a sur les Français. Il dit qu'à un moment donné, collectivement, il y a un effort qui est à réaliser pour la transition énergétique et que cet effort collectif, il va passer de toute façon par une sortie de l'industrie carbonée et une sortie de l'utilisation des véhicules sales pour aller vers des véhicules propres. Ce que je note tout le monde serait d'accord si on ce que je note aussi, c'est qu'on va alternatives. avoir, d'ici à la fin du mandat, on aura un demi-million de Français qui, en 5 ans, auront pris la prime énergie, qui a été doublée, voire triplée, leur permettant d'acquérir un véhicule plus propre. Le chèque énergie aussi, qui permet à des millions de contribuables français de mieux se chauffer, de moins polluer, d'avoir un habitat qui est... Donc, il faut regarder l'ensemble des choses. Il faut regarder l'ensemble de ce qui fait. Mais personne ne nie que pour les Français, ce soit difficile de payer le diesel 1,60 € le litre à la pompe. Mais ça ne va pas durer parce que le prix de la matière première va baisser. Vous avez entendu cette semaine la remarque de Laurent Wauquiez, hein, c'était je crois sur France Inter, qui disait, le président des Républicains, qui disait il faut arrêter cette folie dans laquelle on habille avec des oripeaux écologistes un discours qui consiste juste à remplir les caisses de l'État. Ah bah si Laurent Wauquiez l'a dit, c'est que ça doit être vrai, non? Vous voulez vraiment me lancer sur Laurent Wauquiez? En fin de semaine, Bercy a quand même réuni les distributeurs de carburant pour leur demander de répercuter immédiatement la baisse du prix du baril. On sent bien qu'il y a eu un rétropédalage cette semaine du côté de l'exécutif. Non, la question de la fiscalité, quand vous avez une fiscalité écologique, c'est-à-dire que lorsque vous avez une taxe affectée à l'essence qui va permettre de payer la transition énergétique, de payer le développement de véhicules propres, de payer la prime énergie, de payer le chèque énergie, etc., de rentrer de plein pied dans la transition écologique que les Français attendent. Ils étaient 78% à nous reprocher il y a 3 semaines de ne pas suffisamment être acteurs. Quand cette fiscalité-là, si vous la baissez, vous arrêtez toutes les actions qui sont engagées. Par contre, le fait qu'il y ait un lien très étroit entre la baisse du prix de l'essence dans les pays producteurs et la baisse répercutée à la pompe, ça c'est extrêmement important, évidemment. J'ai entendu du coup la remarque sur Laurent Wauquiez, mais quand Ségolène Royal dit à peu près la même chose, une ministre que vous avez jadis défendue à l'Assemblée nationale, qui avec dénonce, ses qualités et ses défauts. Oui. Voilà, qui dénonce un matraquage fiscal par l'écologie. Elle estime que les hausses des taxes sur les carburants sont totalement disproportionnées. C'est ainsi que nous avons supprimé l'écotaxe et qu'il reste encore quelques gros portiques qui ont coûté plusieurs centaines de millions d'euros aux contribuables qui ne servent strictement à rien sur les routes françaises. Elle est mal placée pour donner des leçons ? Oui. Oui. Est-ce qu'on n'a pas mis finalement... pardon, non mais dans cette transition écologique, plus sérieusement, est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs? Est-ce qu'on ne taxe pas finalement, on ne pénalise pas fiscalement avant les alternatives? Mais les bœufs sont passés depuis longtemps. Les bœufs sont passés depuis longtemps. Le réchauffement climatique, c'est plus 2 degrés. Regardez, personne ne peut nier qu'il faille agir. Pour quelqu'un qui habite ou qui se chauffe au fioul, quelles sont les alternatives aujourd'hui? Nous sommes aujourd'hui, depuis une semaine, nous avons été intronisés l'une des capitales européennes à Grenoble en termes d'intelligence artificielle, notamment dans le domaine de l'environnement et de l'énergie. Moi, je vous parlais des zones rurales. Alors, je sais bien que votre circonscription est urbaine. Non, mais vous posez la question de ce qu'on est en train de faire pour développer les énergies. On ne m'a pas dit pour l'utilisation. Pour le développement, vous avez Air Liquide qui fait des voitures à hydrogène qui fonctionnent du tonnerre. Vous avez des voitures électriques. Vous allez chez Schneider. Vous allez au CEA. C'est en train de se développer. Alors oui, c'est pas encore grand public. Oui, ça coûte très cher. Oui, ça coûte très cher. Mais la Zoé, c'est combien? 15 000 euros une Zoé? Les prédictions, c'est dans 10 à 15 ans, on roule électrique, on roule hydrogène, et ce sera derrière nous tout ça. Donc il faut être capable de le travailler, mais vraiment. Et en attendant, il faut accepter faut serrer les dents, quoi. Je vous dis, le prix du baril de pétrole est en train de baisser, donc le prix à la pompe va rebaisser à nouveau. Il réaugmentera le jour où le baril du pétrole aura augmenté à son tour. Mais ça, c'est la politique internationale, c'est l'OPEP. Non, mais je veux dire, il y a des choses qui sont à dire comme ça, sans minimiser, encore une fois, les difficultés, voire la détresse dans laquelle peuvent être plongés un certain nombre de Français. Ce que j'entends, c'est que c'est oui à la transition, mais la transition est douloureuse. Si la transition ne l'était pas, ça fait longtemps qu'on l'aurait prise et la planète ne serait pas dans cet état. Il nous reste 2 minutes, Olivier Véran. Je ne peux pas ne pas vous interroger sur la situation à Grenoble et sur les prochaines municipales. Vous voulez pas qu'on parle de télépéage plutôt? C'est dans 1 an et demi. Ah, vous êtes pour un péage à l'entrée de Grenoble? Ah non. Moi, je suis pour qu'on laisse les gens rentrer un peu à Grenoble en voiture. Là. Oui, il y en a assez avec l'écologie pénalisante. Hein. Non, c'est pas l'écologie pénalisante, c'est un report modal de pollution. Donc vous êtes allé du côté de la caserne de Bonne où les voitures... Moi, j'ai augmenté mon temps de parcours de 6 minutes par jour depuis qu'Agut-Samba est fermé. Donc c'est formidable. 6 minutes de bagnole en plus par jour. Qui sont douloureuses. Non, mais 6 minutes... Vous avez compté les vélos? On va les compter ensemble si vous voulez sur Agut-Samba. Non, mais c'est vrai. Vous avez vu des piétons se balader en famille le dimanche? Vous avez vu des piétons se balader en famille le dimanche? Vous avez vu des terrasses de café
émerger. Vous avez compté le nombre de roues de vélo. Il y a encore 10 fois plus de bagnoles que de vélos sur Agut-Samba. J'ai envie de vous dire, je comprends les gens. Je ne le fais pas, mais franchement, faire un détour de 6 minutes pour pouvoir contourner le truc... Je le dis d'ailleurs de façon taquine, dans 10-15 ans, on roulera propre, mais on aura encore des bouchons. Les municipales à Grenoble, c'est un petit peu un message qui vous met en selle pour les municipales, ça? Qui me met en selle comment? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous attaquez le bilan d'Éric Piolle, donc je me dis, il est en campagne. Je n'attaque pas le bilan d'Éric Piolle pour le plaisir de l'attaquer. Si vous me posez la question de savoir si je soutiendrai comme citoyen grenoblois Éric Piolle à sa réélection, la réponse est non, et ce ne sera pas un mystère, et pour bien des raisons de ça. En Marche a promis de prendre la capitale des Alpes. La première raison, c'est qu'on inaugure à foison des bâtiments industriels, de recherche technologique qui ont été budgétés et votés du temps de Geneviève Fioraso, de Michel Destot, de toute l'équipe, Stéphane Sibert, etc. Et que je ne vois rien de voté en conseil municipal que les successeurs auront le plaisir et l'honneur d'inaugurer dans 5 à 10 ans. Non, mais c'est important de tirer l'économie de notre métropole vers le haut et de tirer l'économie de la recherche et de la compétence. Et je ne vois aucun développement de ce point de vue-là. Les transports, c'est pas la peine, j'en ai déjà parlé. Il ne restera rien de positif du mandat Piolle. La question de sécurité est une question prégnante à Grenoble. 55% d'insécurité en plus par rapport aux villes de taille identique. Je veux dire, j'en ai assez du Grenoble bashing, donc il faut être capable de travailler collectivement pour proposer une alternative. S'il y a des choses que Éric Piolle a fait qui sont bien sur les écoles, par exemple, il y a eu un effort qui a été fait sur les écoles, je suis capable de le dire, sur les écoles maternelles et primaires à Grenoble, il y a eu développement de classes nouvelles, il y a des choses qui ont été intéressantes, et puis il a proposé un projet de société pendant la campagne, qui était un projet qui était intéressant, et c'était sans doute celui qui avait le projet le plus abouti de ce point de vue-là, mais on n'en voit pas la couleur, et je crois que les Grenoblois s'en rendent compte. Donc, oui, En Marche travaille une alternative, oui, En Marche présentera une candidature, oui, En Marche, je ne considère pas qu'il y ait un boulevard du tout, par contre, je considère que ce sera une élection qui sera serrée, discutée, projet contre projet, et c'est un collectif qui est en train de se monter, qui est monté déjà depuis un moment, et qui travaille d'arrache-pied. Ça vous intéresserait, maire de Grenoble? C'est pas la question. La question n'est pas d'être maire de Grenoble, la question, c'est de travailler au collectif et de m'intéresser à la circonscription dont Grenoble fait partie. Je suis député. Merci Olivier Véran d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite sur Internet, sur les réseaux sociaux pour la question bonus à Olivier Véran et bien sûr la semaine prochaine avec un nouvel invité.